Place maintenant à l'invité du jour dans Au cœur de l'info et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Ariane Bonzon. Bonsoir, journaliste indépendante, spécialiste de la Turquie, correspondante d'Arte durant 10 ans en Turquie, mais autrice de reportages dans le pays durant 20 ans, compilée d'ailleurs dans un ouvrage qui s'intitule Turquie, l'heure de vérité, paru en 2019. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. On va revenir évidemment ensemble sur les municipales en Turquie. L'issue du vote, je le disais, est particulièrement scruté dans les grandes villes, notamment Istanbul, Ankara, et les premières tendances semblent contrarier, disons, le scénario rêvé de Recep Tayyip Erdogan, en tout cas pour Istanbul, qu'il rêvait de reconquérir, en tout cas pour l'AKP. Il faut tout de même rester prudent, mais il semble qu'Ekrem İmamoğlu serait en tête après décompte de 50% environ des bulletins de vote. S'affrontait donc pour cette mairie, ce maire sortant CHP, Ekrem İmamoğlu. Face à lui, le candidat de l'AKP, Murat Kurum. Mais on a quand même parlé principalement d'un seul homme, à savoir Recep Tayyip Erdogan, ces derniers jours, ces dernières semaines. Dimanche dernier, il déclarait « J'espère qu'Istanbul retrouvera ses propriétaires le 1er avril ». C'est un match retour personnel pour lui après la débâcle de 2019. Alors, Istanbul, c'est la ville de Recep Tayyip Erdogan, dans la mesure où ça a été vraiment son tremplin vers une carrière plus nationale. Dans les années 90, il avait été élu là-bas, maire, et puis il a fait de la prison après pour avoir prononcé des propos qu'on a qualifiés d'islamistes, et c'était à l'époque c'était la Turquie très laïque, les militaires ne pouvaient accepter les propos que Erdogan a prononcés à ce moment-là, donc il a fait un peu de prison et puis il est revenu. Et là, il a eu une carrière nationale grâce un peu au travail qu'il avait fait à Istanbul, grâce à cette mairie où il avait effectivement fait plutôt du bon travail très technique, du travail social, du travail d'urbanisme. Et donc, jusqu'à la fin, c'était lui-même ou l'AKP, enfin son parti, qui ont gardé jusqu'en 2019 cette municipalité. Il faut savoir ce que c'est qu'Istanbul. C'est quand même un budget de 16 milliards d'euros. C'est beaucoup plus que un certain nombre de ministères. C'est aussi une ville industrielle, c'est une ville politique, c'est vraiment la façade. Ankara est la capitale politique de Istanbul, de la Turquie, mais c'est Istanbul vraiment qui rayonne. Donc c'est vraiment très important. Et puis en plus, pour Erdogan, il y a une dimension, j'allais dire, religieuse, historique, parce que c'est Istanbul, c'est l'Empire ottoman, évidemment, enfin Constantinople, voilà. C'est très, très important pour Erdogan. Alors, Ekrem İmamoğlu, donc du CHP, semble pour l'heure en tout cas en tête, mais le contexte quand même cette année était moins évident qu'en 2019 pour lui. On se rappelle de cette union de l'opposition dont il avait bénéficié et qui n'existe plus aujourd'hui depuis la dernière présidentielle donc de 2023. Pourquoi est-ce qu'elle a volé en éclats? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement si sa victoire est bien confirmée, elle a l'air, parce qu'il a l'air d'avoir quand même pas mal de points d'avance, c'est que cette alliance qu'on appelait l'alliance des nations, si vous voulez, de la nation, l'alliance nationale, qui a été donc l'alliance pour les législatives et pour les présidentielles l'année dernière, qui était une alliance de bric et de broc, le lapin, la carpe et la lapin, c'est-à-dire que vous aviez des partis islamistes, des partis nationalistes, des partis kurdes, tout ça était... Le parti kurde n'était pas vraiment dans l'alliance, mais il soutenait. C'était vraiment une alliance de bric et de broc qui finalement n'a pas emporté le soutien des électeurs. Et Ekrem İmamoğlu avait été mis un peu de côté au profit de Kılıçdaroğlu, qui était le candidat au présidentiel qui affrontait Erdogan. Et Ekrem İmamoğlu, qui était populaire, qui a du charisme, qui par exemple se présente avec d'un côté sa mère qui est voilée et sa femme qui ne l'est pas et qui est blonde, qui est tout à fait entre guillemets moderne. Donc si vous voulez, et lui avait été un peu marginalisé l'année dernière, 2023. Le fait que maintenant les électeurs aient voté pour lui, ça montre que cette alliance un peu hétéroclite n'avait pas été comprise par l'électorat et qu'au fond, c'était un mauvais calcul. Alors face à lui, Murat Kurum, ancien ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme, un nom qui est associé à beaucoup de casseroles, on peut le dire, enfin de polémiques. Alors c'était effectivement le ministre de l'Urbanisme. Pourquoi est-ce qu'il a été nommé là? D'abord, il est beaucoup plus jeune, il n'a pas beaucoup de charisme, c'est vrai. Il est pieds et poings liés, si je puis dire, à Erdogan, donc obligatoirement associé à toute la politique d'urbanisme, où il y a beaucoup de corruption, c'est vrai. Et puis... avec des conséquences qu'on a vues en février 2023 avec le séisme. Alors,
justement, il avait été nommé parce que l'idée, c'est de dire, bon, bah, voyez, on vous met quelqu'un qui est responsable de l'urbanisme, de l'environnement, avec, si vous voulez, tout un discours. Il n'y avait pas beaucoup de programmes, mais le discours, c'était beaucoup sur les normes, parce que le grand événement qui peut se produire, c'est un tremblement de terre immense à Istanbul. Et ça fera beaucoup de dégâts. Donc ça a été un des éléments moteurs de la campagne, hein, des deux côtés d'ailleurs. Donc lui, on aurait pu penser, si vous voulez, qu'il avait une plus grande crédibilité en tant qu'ancien ministre de l'urbanisme. Faiseur de roi, si je puis dire, deux autres partis. Le parti donc pro-kurde du DEM, anciennement Parti démocratique des peuples, le HDP, qui a été dissous, qui avait donc soutenu le CHP à la présidentielle, vous l'avez évoqué à l'instant. Et de l'autre côté du spectre politique, le Yeniden Refah, le parti du bien-être social, un parti islamiste dirigé par le fils du mentor politique d'Erdogan, Nekmettin Erbakan, qui lui avait soutenu l'AKP, qui aujourd'hui fait cavalier seul. Cette nouvelle donne peut influer sur l'issue du scrutin, véritablement? Alors, c'est très intéressant. Donc, le DEM, qui est le parti pro-kurde, si vous voulez, a présenté ses propres candidats. Hein. Je pense que si Ekrem İmamoğlu a eu des bons résultats, c'est parce qu'une partie du vote kurde est allée vers lui. Donc un vote utile. Voilà, parce que quand on voit les scores du DEM, du parti kurde, il aurait pu être beaucoup plus important. Normalement, le parti pro-kurde fait autour de 10% au niveau national, hein, et là, il ne les fait pas. Donc, ils ont fait un vote utile, comme vous le dites. Le nouveau parti de la prospérité, enfin le parti qui est effectivement fondé par le fils d'Erbakan, c'est un parti islamiste, j'allais dire un peu pur et dur, c'est-à-dire que au fond, beaucoup d'islamistes reprochent, et ça fait bizarre pour nous en France, ils reprochent au président Erdogan de ne pas être un vrai islamiste, d'être quelqu'un, par exemple, sur Israël. C'est-à-dire de condamner Israël d'une main et de continuer à faire du commerce, de ne pas faire de sanctions vis-à-vis d'Israël. Il lui reproche un certain nombre de positions. Il reproche qu'il n'y ait pas de cohérence sur le plan islamiste. Alors qu'il faut quand même le dire, le président Erdogan a remis beaucoup d'islam, de la visibilité de l'islam dans l'espace public. Et justement, à ce sujet, il y a une image que vous souhaitiez commenter. Recep Tayyip Erdogan, qui prie, c'était hier à Sainte-Sophie, reconvertie donc en mosquée à la veille donc du scrutin. Qu'est-ce que ça dit de sa base électorale, de la base électorale de l'AKP, à laquelle il envoie évidemment un message quand il fait cela? Voilà, alors là, on est vraiment dans le cœur du sujet. En 2020, vous vous souvenez que Sainte-Sophie, qui était la basilique Sainte-Sophie, a été reconvertie en mosquée. Pour un petit rappel, il y a d'abord eu la basilique, puis Mehmet le Conquérant, qui est quand même effectivement l'Ottoman, l'ancêtre ottoman, enfin la figure ottomane auquel tous ces gens... Et voilà donc l'image, voilà. La vidéo à laquelle on faisait référence. Donc, avait converti la basilique en mosquée, et depuis, c'était un musée. Les kémalistes, les laïcs avaient dit c'est un musée, on ne va pas en faire ni une basilique ni une mosquée. Et en 2020, le président Erdogan a dit ça redevient une mosquée. Alors évidemment, pour les musulmans religieux, c'est énorme. C'était revenir prier à Sainte-Sophie, c'était un très grand geste. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Erdogan, de cette façon-là? Il voulait donner un signe, si vous voulez, à tous ces conservateurs religieux. Il changeait un petit peu de base, il changeait un peu de discours. C'est-à-dire qu'il faisait un discours beaucoup plus religieux, beaucoup plus conservateur qu'il ne l'avait fait tout au début de son mandat. Et ça, c'était la force un petit peu d'Erdogan, c'était qu'il a beaucoup bougé en ces 20 années. Il a beaucoup bougé. Oui, il a un petit peu modifié son discours, et là, il l'a modifié vraiment vis-à-vis des confréries, vis-à-vis des imams. Et c'est la clé de sa pérennité. Mais c'est intéressant, parce qu'il l'a bougé, et en même temps, visiblement, ça ne lui a pas rapporté de voix, ça a rapporté des voix à un petit parti bien plus radical, enfin plus islamiste, plus cohérent. Donc au fond, je pense qu'un certain nombre de gens lui ont reproché, enfin qui sont des musulmans pieux, lui ont reproché un peu une incohérence, c'est-à-dire d'aller un petit peu dans les deux sens, quoi. Il a annoncé, Recep Tayyip Erdogan, début mars, que ces municipales seraient, je cite, les dernières élections organisées sous son autorité. La constitution actuelle ne l'autorise pas à briguer un nouveau mandat. Cette déclaration a laissé sceptique beaucoup d'observateurs. Il y a un fondement à cela ? Alors, bon, c'est pas la première fois qu'il dit que c'est fini. Ça ne sera fini que si... Alors là, il prend une claque. C'est-à-dire que, effectivement, si Ekrem İmamoğlu est confirmé comme maire d'Istanbul, ça sera sans doute Ekrem İmamoğlu qui sera le candidat pour affronter Erdogan dans les prochaines élections. Et ça va être compliqué. Parce qu'il l'a déjà fait, certes. Enfin, il se pose comme le vis-à-vis, le compétiteur d'Erdogan. Et là,
il est quand même dans un mouvement positif, Ekrem İmamoğlu, puisqu'il a eu une grosse victoire, hein, et sur Istanbul. Donc déjà, Erdogan n'aura peut-être pas envie de perdre. Ensuite, il a 70 ans, Erdogan. Donc il prépare sa succession. Si effectivement ses successeurs, il croit en ses successeurs, s'ils sont solides, on peut en fait effectivement imaginer qu'il arrête, à condition qu'il soit sûr qu'il n'y ait pas de procès contre lui. Et donc là, il y a déjà eu un renforcement de tout ce qui est immunité présidentielle en 2017 quand il a fait une réforme constitutionnelle, mais ça sera renforcé et ça, il veut bien partir, on en connaît d'autres, à condition qu'il a quelques garanties sur l'immunité. Si la victoire d'Ekrem İmamoğlu est bel et bien confirmée à l'issue du vote du jour, elle sera, disons, d'autant plus méritante qu'il y a un véritable manque de pluralisme, hein, dans cette élection, dans cette campagne. Reporters sans frontières l'a dénoncé, hein, dans un communiqué, parlant notamment de l'iniquité des temps de parole à la télévision publique. 32 heures pour l'AKP contre 25 minutes seulement pour le CHP entre le 1er janvier et le 10 février 2024. RSF qui rappelle que l'AKP a aussi 85 des médias nationaux privés sous sa coupe. Malgré tout, il y a un vent de changement, de renouveau qui souffle sur le pays. Alors, c'est pas parce qu'effectivement il y a eu des victoires de l'opposition qu'il n'y a pas eu des fraudes. Il y a des fraudes. Il y a surtout une mobilisation de l'appareil d'État au service du parti au pouvoir. C'est-à-dire que les subventions vont aux militants du parti au pouvoir. Enfin, il y a cette espèce d'idée que, au fond, et ça c'est vraiment Erdogan qui a mis complètement l'appareil de l'État au service de sa cause, au service de la cause de son parti. Et c'est ça qui est problématique. Et ça rend effectivement, comme vous le dites très bien, cette victoire du CHP beaucoup plus méritante à certains égards. Merci infiniment, Ariane Bonzon, pour votre éclairage ce soir et d'avoir répondu à nos questions concernant ces municipales en Turquie. On suivra bien évidemment tous les résultats de ce scrutin sur notre antenne tout au long de cette soirée. Restez avec nous sur France 24. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.